Bonjour à toutes et à tous. Donc après ces 2 mots d'introduction, nous allons enfin pouvoir... c'était un plaisir. Mais il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet avec cette première conférence. Donc cette première conférence intitulée La coopération entre les territoires à l'heure de la métropolisation. Alors le titre diffère peut-être un peu de celui que vous avez sur vos programmes, mais c'est dans un souci de simplification, la substance restera la même. Donc nous accueillons aujourd'hui pour cela 4 intervenants que je vais vous présenter rapidement, mais que je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement de nous consacrer un peu de leur temps. Donc merci à vous d'être présents. Alors nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Cellier, bonjour. Vous êtes depuis 2005 chargé de mission à l'Agence d'urbanisme de Lyon et vous œuvrez en étroite relation avec Épure, l'Agence d'urbanisme de Saint-Étienne et la région urbaine lyonnaise au développement des partenariats et à la compréhension des phénomènes métropolitains. Vous êtes également plus particulièrement spécialiste des questions d'économie et avez à ce titre contribué au schéma de développement économique de Lyon et au volet économique du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise. Donc votre connaissance et votre expertise sur ces enjeux métropolitains viendra bien évidemment nourrir nos discussions. Anne Dubromel, bonjour, vous êtes ingénieur agronome de formation, spécialisée en aménagement du territoire. Vous avez été conseillère plus responsable de service dans l'aménagement du territoire dans des chambres d'agriculture jusqu'en 1991, date à laquelle vous entrez à la région urbaine lyonnaise, donc la RUL, en tant que chargée de mission, avant d'en devenir, comme aujourd'hui, vous l'êtes encore, la directrice. Donc la RUL, pour mémoire, c'est l'association des grandes collectivités de la région lyonnaise, qui a pour objectif la concertation, la définition de stratégies et l'incubation de projets qui ont un intérêt métropolitain. Donc vous faites à ce titre bien évidemment partie des acteurs de la coopération métropolitaine et vous pourrez donc nous éclairer sur ces problématiques. Philippe Gauvry, vous avez une formation de géographe dans le domaine de l'aménagement du territoire. Vous êtes aujourd'hui directeur du développement économique de Saint-Étienne Métropole. Vous êtes finalement, si je puis m'exprimer ainsi, le local de l'étape dans cette maison de l'université. Et vous contribuez donc à ce titre au schéma d'accueil des entreprises et vous occupez des problématiques d'attractivité et de coopération métropolitaine, notamment à travers la gouvernance économique avec Lyon. Vous avez d'ailleurs occupé des fonctions au Grand Lyon, des fonctions de développeur économique avant de venir sur Saint-Étienne. Et donc votre expertise croisée, vos expériences sur ces 2 territoires métropolitains viendront bien sûr nourrir nos discussions. Enfin, Gilles Pinson, vous êtes professeur à Sciences Po Lyon, l'Institut d'études politiques. Vous enseignez également à Sciences Po Paris dans le master stratégie territoriale et urbaine et co-dirigez depuis cette rentrée le master Alterville, qui est un master co-porté par Sciences Po Lyon et l'Université de Saint-Étienne, qui rentre dans cette dynamique de coopération qu'évoquait notre président tout à l'heure. Donc, vos domaines de recherche portent sur la métropolisation et l'intercommunalité, la gouvernance et les politiques urbaines. Et donc, ces recherches et vos réflexions sur ces problématiques de métropolisation et sur les dispositifs de gouvernance urbaine seront particulièrement bienvenus pour compléter l'expertise des praticiens. Donc merci encore à vous 4. Avant de vous laisser la parole, quelques mots sur les objectifs de cette conférence. Donc il s'agit aujourd'hui de s'intéresser à la métropolisation. C'est un phénomène que l'on connaît bien ici. Les territoires s'élargissent. On peut, et c'est le cas souvent, habiter par exemple à Saint-Étienne et travailler sur Lyon, ou bien l'inverse. Et donc il s'agit d'étudier, de caractériser ce phénomène, et également d'analyser les réponses politiques qui peuvent leur être données, comment est-ce qu'on peut organiser ce développement des territoires à une échelle plus vaste qu'auparavant. Quelques mots également pour souligner que cette conférence, ce sujet, s'inscrit dans une double actualité. Une actualité d'abord nationale, puisque le gouvernement prépare actuellement un acte 3 de la décentralisation, qui a pour objectif de reconfigurer les compétences et les relations entre les collectivités, entre les échelles de territoire. Donc une actualité nationale mais également une actualité locale, puisque c'est récemment structuré sur notre territoire un pôle métropolitain autour des 4 agglomérations de Lyon, Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin-Jallieu, mais nos intervenants auront l'occasion d'y revenir prochainement.
Enfin, un mot d'organisation. Les échanges de cette matinée seront organisés autour de 3 thématiques auxquelles on consacrera à peu près 30 minutes, en laissant la parole au public pour des questions à la fin de chaque thématique. Donc la première thématique traitera de ce phénomène de métropolisation pour essayer de caractériser de quoi il s'agit. La deuxième thématique abordera les réponses politiques et techniques qu'on peut y donner. Et enfin, dans un troisième temps, nous évoquerons les conséquences de ce phénomène pour 2 types d'acteurs en particulier, les développeurs territoriaux, les professionnels et les citoyens. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser la parole. Pour évoquer cette première thématique, je vais laisser la parole à Emmanuel Sellier, donc chargé de mission à l'agence d'urbanisme, pour nous livrer une première analyse de ce phénomène de métropolisation et l'illustrer également avec quelques cartes. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot de métropolisation que l'on entend souvent, et parfois à tort et à travers. Bonjour, vous m'entendez bien, ça va? Ça se passe bien, ok. Écoutez, d'abord, un petit mot pour vous dire que je suis toujours ravi de revenir ici à Saint-Étienne, puisque je suis originaire de cette région, de cette ville, que j'y ai fait mes études. Donc je suis ravi aussi d'y voir certains de mes anciens professeurs dans la salle. Et je suis aussi content de voir cette nouvelle génération qui s'occupe de développement territorial, qui est un sujet effectivement qui concerne aujourd'hui de plus en plus de personnes dans les collectivités. Et notamment la question effectivement du développement de ce territoire dans ses différentes dimensions. Donc je vais essayer d'en parler rapidement. Alors c'est pas un exercice très facile parce que quand on cherche la définition de la métropolisation ou de la métropole, on trouve des choses qui ramènent à des définitions anciennes, etc. La ville-mère, bon, tout ça. Bon. Mais on n'a pas véritablement su encore très bien définir ce qui est en train de se passer dans le monde. On sait simplement que ça nous concerne tous, que ça concerne tous les territoires et qu'on est impacté très fortement. Je reprendrai juste en introduction les mots de Michel Lusseau, président de l'Université de Lyon, qui dans une conférence récente disait que la métropolisation, en fait, c'était un moment de l'histoire mondiale, un moment où effectivement le phénomène urbain prend une importance particulière, prend une importance vraiment fondamentale et qui concerne effectivement chacun d'entre nous. Donc vous avez derrière moi la carte de l'aire métropolitaine lyonnaise. Donc c'est cette carte que l'agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise a fait connaître donc il y a maintenant 1 an. Cette carte de l'aire métropolitaine lyonnaise, c'est donc effectivement un réseau de villes structuré autour effectivement de la ville de Lyon et de son agglomération. Ce réseau de villes importantes autour de Lyon, Roanne, Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu, Villefranche, Vienne. Ce réseau de villes, eh bien, ça constitue un territoire d'environ 80 km de rayon, à peu près, et dans lequel le phénomène urbain s'intensifie de façon considérable, et on va le voir par les cartes suivantes, où on voit qu'effectivement, la métropolisation, c'est d'abord, je dirais, l'attractivité pour de la population, pour des entreprises, pour de la richesse. Et ce phénomène d'attractivité de la population se traduit aussi, par ailleurs, par un phénomène d'étalement urbain. Donc vous avez ici des cartes de température qui montrent l'évolution de la croissance urbaine en valeur relative depuis le recensement de 68. Donc on voit très bien d'ailleurs sur ces cartes qu'au démarrage on a plutôt un exode rural, c'est-à-dire que les couleurs bleues sur la carte sont les couleurs, on va dire, qui correspondent à des pertes de population. Et on voit qu'au début des années 70, eh bien, en fait, il y a un exode rural, l'arrivée dans les grands ensembles autour des agglomérations. Et puis progressivement, à partir des années 80 et des années 90, on a une déperdition de population dans le centre et un accroissement dans le périurbain, donc à l'extérieur de la zone proche du centre-ville, avec la conquête, on va dire, des territoires périurbains. Jusqu'à aujourd'hui, et ça se poursuit encore puisque le phénomène d'étalement urbain n'a pas encore trouvé de solution en termes de régulation en matière de politique d'urbanisme. Donc, pour traduire ce phénomène de renforcement du tissu urbain et
d'accroissement effectivement de la concentration des activités, des richesses, des hommes, de la culture, des savoirs dans les pôles urbains. Je veux citer quelques chiffres. Aujourd'hui, on estime que la surface urbaine mondiale s'accroît chaque jour du périmètre de la ville de Paris, c'est-à-dire 110 km² par jour. Les 2/3 des zones urbaines de 2030 ne sont pas encore construites. Entre 1999 et 2008, pour revenir sur l'espace français, les 8 premières aires urbaines de France ont absorbé plus de la moitié de la croissance de la population du territoire national. Et puis, encore un autre chiffre, les 38 plus grandes métropoles européennes occupent à ce jour moins de 1% du territoire européen, mais accueillent 27% des emplois et concentrent 30% de la création de richesse, 30% du produit intérieur brut des pays de l'Europe. Donc voilà quelques éléments illustratifs qui montrent effectivement ce phénomène de concentration. Alors, je m'en étais arrêté à l'évolution démographique. Je pourrais continuer en vous disant que ce phénomène effectivement de concentration des hommes se traduit aussi par un dépassement des limites administratives. Vous voyez ici la carte des densités de population et sur laquelle on a mis les principales agglomérations, donc de la Porte de l'Isère, de Saint-Étienne Métropole et du Grand Lyon. Et on voit très bien, notamment au niveau du Grand Lyon, que le périmètre correspondant aux plus fortes densités de population s'étend largement au-delà maintenant du périmètre administratif, institutionnel, d'exercice des compétences de la communauté urbaine de Lyon. Un autre élément cartographique pour montrer que ce phénomène effectivement de périurbanisation qui est en partie lié au phénomène de concentration de population mais aussi lié au développement de la motorisation génère de plus en plus de flux entre les différents pôles urbains, entre les zones périurbaines et les zones centrales. Vous voyez ici, traduit dans ces cartes, à la fois pour la communauté urbaine de Lyon et pour Saint-Étienne Métropole, les flux domicile-travail générés par la dissociation, la dichotomie entre le lieu de travail et le lieu d'habitat, qui s'est accrue considérablement sur les 30 dernières années. Aujourd'hui, on a des pourcentages de population qui habitent et travaillent dans la même commune qui sont inférieurs à 20%, voire même inférieurs à 10%. Certaines communes n'ont pratiquement pas d'emploi et donc tous les habitants s'en vont travailler en dehors de leur commune de localisation pour la résidence. Ce phénomène entraîne bien entendu des problématiques humaines, des problématiques écologiques qui sont majeures et qu'il faut résoudre. Je voudrais terminer sur le phénomène de métropolisation en montrant peut-être la carte suivante. C'est la concentration des investissements. Vous avez ici la carte de la construction des locaux d'activité sur les 10 dernières années. En bleu, les locaux industriels et logistiques, et en rouge, les locaux de bureaux et de services. Et on voit très bien que finalement, l'essentiel des investissements économiques se porte sur les territoires les plus agglomérés et donc viennent conforter encore plus le phénomène à l'œuvre actuellement. Merci pour cette première analyse. Est-ce que d'autres intervenants veulent rajouter des éléments sur cette caractérisation du phénomène de métropolisation? Emmanuel Céline nous a donc parlé de cet étalement urbain qui est caractéristique de ce phénomène, de ces flux qui augmentent, domicile-travail notamment. Donc c'est un phénomène quantitatif, mais est-ce que la métropolisation, c'est pas aussi un phénomène qualitatif? Est-ce que la ville, est-ce que l'urbain change de nature face à ce phénomène de métropolisation? Gilles Pinson peut-être? Allez, bonjour à tous, ça me permet de vous remercier pour l'invitation et l'organisation de cette belle journée. Alors, est-ce que l'urbain change en se métropolisant? Oui, sans doute. Françoise Choët, qui est une grande historienne de l'urbanisme et de l'aménagement, parlait de mort de la ville et de règne de l'urbain. En même temps que se dédifférencient les modes de vie urbains, ruraux, finalement ce qui a caractérisé la civilisation depuis très très longtemps est en train de disparaître, cette dichotomie urbain-rural.
Donc on a la diffusion de styles de vie urbains dans des zones qui ne sont pas urbaines au sens d'agglomération et de bâti continu. Et en même temps, on a, oui, peut-être une mort de la ville au sens où ce qui caractérisait des modes de vie, des styles de vie, des comportements en ville sont en train peut-être de disparaître. Une espèce d'uniformisation des modes de consommation, des formes culturelles, etc. En même temps qu'on dit ça, on voit bien que entre les territoires sont en train de se creuser des clivages. Le clivage qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le clivage politique, avec des centres de métropoles qui sont de plus en plus marqués par une forme à la fois de tolérance culturelle et aussi d'une certaine manière de tolérance vis-à-vis des inégalités économiques, et des pourtours urbains, urbains, qui sont de plus en plus marqués par un vote contestataire, alors parfois à gauche pour les premières périphéries, les premières couronnes, et de plus en plus un vote protestataire à l'extrême droite. Donc voilà, l'urbain se différencie. Enfin, c'est ce qui est très étrange dans le phénomène de métropolisation, c'est que c'est à la fois un phénomène d'uniformisation et en même temps de très forte différenciation des modes de vie, des valeurs entre ces territoires. Merci. Philippe Gaury ou Anne Dubaumel pour ajouter quelques éléments peut-être. Alors, de notre point de vue, alors c'est toujours délicat dans l'exercice, que là on parle de faits métropolitains et puis nous on est un peu dedans. Il nous semble que c'est pas juste en fait, ça peut pas simplement se limiter à une vision sur l'urbanisation. C'est-à-dire que la métropolisation n'est pas juste un fait d'urbanisation où on voit effectivement une continuité urbaine se développer et puis des modes de faire. En fait, je dis ça, ma réflexion, c'est de dire que si on s'arrêtait là, effectivement, on raterait ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire beaucoup de risques et beaucoup de dangers, où on voit qu'effectivement les tensions, on exacerbe effectivement les concentrations de richesses, et en même temps, effectivement, on exacerbe les différences, on stratifie beaucoup plus. Donc la métropolisation, à mon avis, c'est pas simplement un fait d'urbanisation. On doit y regarder à deux fois aussi sur les limites. Aujourd'hui, on porte un phénomène de métropolisation beaucoup vers l'avant, vers l'élite, etc. La métropolisation, elle ne peut pas être simplement la métropolisation des catégories socio-professionnelles supérieures. Donc c'est ce que je dirais sur le fait métropolitain. Après, la réalité métropolitaine, Emmanuel a donné pas mal de chiffres. Et effectivement, c'est des concentrations de population quand même importantes, des concentrations d'entreprises. On a 113 000 entreprises et 140 000, je crois, établissements sur le pôle métropolitain, 42 000 uniquement dans le tertiaire, donc on atteint une masse critique assez importante. On a des concentrations aussi importantes des grands sièges et des grandes entreprises. Je crois que moins de 1% des établissements de plus de 200 salariés concentrent plus de 26% de l'emploi sur le pôle métropolitain, donc on a une sensibilité très forte aux grands groupes quand même sur ce pôle métropolitain. On a des mouvements très importants de salariés, puisqu'on le montrait, plus de 40 000 salariés font du domicile-travail tous les jours à l'intérieur des grandes agglos du pôle, et en même temps, je crois que plus de 200 000 actifs viennent travailler dans le pôle métropolitain et partent d'un territoire externe au pôle métropolitain, et inversement, je crois qu'il y en a à peu près 70 000 qui font le trajet inverse. Donc on voit bien qu'effectivement c'est aussi des flux, et beaucoup de flux, le fait métropolitain. C'est de l'attractivité, et la Datar a sorti une étude, on en discutait avec Anne il n'y a pas très longtemps, sorti une étude récente sur le fait métropolitain à l'échelle européenne, sur les 357 métropoles étudiées. Lyon est, de mémoire je reprends mes notes, 29e. Ça veut dire qu'on ne joue pas en première catégorie. En première catégorie, en première division, vous avez Paris et Londres. Là, je m'adapte au contexte local. Moi, je ne suis pas stéphanois, mais je prends un peu de rhétorique sportive. En première division, vous avez Lyon et Paris. En deuxième division, vous avez Lisbonne, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Berlin, etc. Et vous n'avez pas Lyon. Lyon est en troisième division. Donc, le fait métropolitain, il est aussi vu sur rayonnement et importance de son agglomération sur une échelle européenne, et le fait métropolitain, il est aussi effectivement de se compter, se montrer
et de travailler effectivement son attractivité. C'est aussi une des composantes, pour moi, forte de le fait métropolitain. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'était juste pour dire, on ne se limite pas juste à l'urbanisation et la continuité urbaine. Anne Dubourmel, peut-être, est-ce que l'avenir de la métropolisation de Lyon, justement, qui n'est pas si bien placé que ça, c'est pas une échelle plus large, et donc avec l'ensemble des agglomérations qui font partie d'un système urbain, peut-être? Après, ça, ce sont des éléments de discussion qui amènent à comprendre pourquoi il faut travailler à une échelle un peu plus large. Moi, j'aurais peut-être aimé faire un commentaire. Les cartes que nous a montrées Emmanuel, elles sont extrêmement importantes pour poser le problème de métropolisation, et en même temps, on travaille suffisamment souvent ensemble pour faire le constat ensemble que cette mise en bouche sur la métropolisation, elle est nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante, et puis elle peut même, si on s'en arrêtait là, nous amener sur des mauvaises pistes ou des mauvais débats qui seraient, quand on, je ne sais pas si c'est celle-là qui est marquée, non, c'était la carte avec les densités. Bon, voilà, si on doit conclure de cette carte que la solution au problème est de trouver le bon périmètre de la communauté urbaine de Lyon, le bon périmètre de Saint-Étienne Métropole, eh ben, je pense qu'on se trompe de débat, parce qu'on n'aura jamais ce bon périmètre. Alors il peut être un peu plus adapté, il faudra qu'il évolue, il grandira aussi. Mais voilà, donc c'est pas ça notre sujet quand on est à l'échelle du fait métropolitain, parce qu'on voit bien qu'il est bien plus large. Les études de la DATAR, il y avait des études de comparaison urbaine dont vient de parler Philippe, mais il y a aussi une étude qui est extrêmement intéressante, qu'il faut que vous alliez voir, sur les systèmes, l'analyse des systèmes urbains au niveau national. Et justement, la DATAR a essayé de trouver des indicateurs qui aillent au-delà des indicateurs de constat, de développement d'urbanisation, de constat des déplacements domicile-travail, pour essayer de mobiliser d'autres indicateurs qui montrent les interactions entre les territoires, d'autres types de flux. Et quand on regarde ça, on voit des systèmes urbains, peut-être que d'ailleurs tu as mis plus loin. Ça va être assez loin, bah oui, on va vous faire peut-être la suite. On va perturber l'animateur des débats parce qu'on ne suit pas ces questions. Voilà. C'est pour tester le métier d'animateur. On voit des systèmes urbains finalement très larges, très complexes, et donc on voit bien que si on veut appréhender ces questions, valoriser ces phénomènes, ça n'est pas, c'est pas des choses qui sont que des sources de problèmes, c'est aussi bien entendu des atouts. Donc si on veut valoriser ça, maîtriser aussi les aspects négatifs de ces phénomènes, on voit bien qu'il va falloir durablement s'installer dans des dispositifs de coopération à géométrie variable. Et ça, c'est pas forcément facile à faire. Ça interpelle peut-être la table ronde de cet après-midi. Hein. Comment, dans nos métiers, dans nos organisations, qui ont des périmètres, qui ont des compétences précises, comment on arrive à trouver des réponses à géométrie variable, parce que ces phénomènes de métropolisation sont à géométrie variable et ils nous amènent à ça. Donc moi, je voulais vraiment dire ce point-là, hein, sur ces indicateurs qui sont importants, mais il faut qu'on aille au-delà, et on a d'ailleurs le projet d'aller au-delà. Voilà. Moi, je peux... Oui, bien sûr, allez-y. Je voulais rebondir, c'est vrai que c'est un peu caricatural ce qui est montré ce matin, mais c'était pour vous donner à voir effectivement que c'est bien une réalité, hein, qui se traduit d'ailleurs pas simplement sur les cartes, dans les chiffres, etc., mais c'est aussi une réalité que vous devez sentir, que vous devez vivre, que chaque habitant de cette aire métropolitaine vit, que chaque habitant du monde vit aujourd'hui. Donc cette réalité, effectivement, elle peut pas se résumer simplement aux quelques indicateurs, je partage complètement. Et d'ailleurs, toute la recherche actuelle traduit effectivement cette volonté d'ouvrir un peu l'horizon de l'observation pour mieux comprendre le phénomène, et notamment essaye d'enrichir son expérience au travers effectivement la mesure de l'intensité
et de la diversité des relations qui sont tissées entre les systèmes urbains, entre les pôles urbains, entre les habitants, entre les entreprises. Et c'est tout l'enjeu parce que ça demande à renouveler en profondeur nos pratiques de mesure, en profondeur notre façon de voir un phénomène que l'on a du mal à appréhender, à expliquer parce qu'il ne correspond pas à nos schémas anciens. Donc ça c'est une difficulté et j'ajouterais qu'en plus on a affaire avec le phénomène de métropolisation à un certain nombre d'angles morts, c'est-à-dire qu'on arrive assez bien finalement à mesurer là où se crée la richesse, là où se place la population, l'évolution de l'emploi, même les investissements des entreprises, etc. On arrive à mesurer cela, même l'intensité de la recherche. Par contre, il y a tout un tas d'autres champs sur lesquels on est en angle mort. Je pense, moi, par exemple, quelque part au phénomène d'immigration nouvelle qui fait en sorte que certains territoires périurbains, ruraux, aujourd'hui, accueillent des populations en souffrance, en misère, et que l'on mesure mal aujourd'hui. Je pense au phénomène de disparité sociale, qui sont pour l'instant un petit peu absents des débats de la construction métropolitaine, qui sont portés petit à petit politiquement, qui apparaissent dans le débat, mais qui restent encore modestes par rapport, je dirais, au discours qui est on va faciliter les déplacements, on va créer une politique d'attractivité des entreprises, on va faciliter effectivement les relations, les synergies entre les pôles de compétitivité, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi un volet social, il y a un volet de l'habitat, il y a un volet effectivement de comment on prend en compte l'homme et l'habitant dans ce phénomène d'évolution, non seulement de nos territoires, mais de l'évolution du monde. Donc je pense que ça, on est vraiment au cœur du sujet et c'est important d'essayer d'y trouver quelques réponses. Merci pour cette analyse. On va peut-être laisser la parole au public pour quelques questions qui nous permettront de compléter vos premières analyses. Voilà, donc levez la main bien haut, il y a des micros qui vous attendent. La première question, c'est toujours la plus dure, on le sait bien. Il ne faut pas hésiter à se lancer sur ce phénomène de métropolisation. On a une salle timide ce matin. Voilà. Bonjour. Donc une petite question, comme on a vu, le fait métropolitain, c'est aussi un territoire vécu, un fait qui est vécu par les citoyens, les acteurs du territoire. Et moi je me demande si ce qui se passe en ce moment avec le développement des pôles métropolitains, c'est pas surtout un fait politique, parce qu'on voit avec la CAPI, le pôle métropolitain est assez réduit par rapport au territoire de la Ruhr, par exemple, où je pense au projet de pôle métropolitain entre Grenoble, Chambéry, qui irait peut-être jusqu'à Annecy, Valence. Quelle est la réalité vécue par les habitants dans ce genre de dispositif qui tend à se mettre en place? Si c'est pas surtout un fait politique de coopération. Voilà. Alors on anticipe peut-être sur la deuxième thématique. J'avance un petit peu sur la transition. Mais si vous avez des premiers éléments, ou alors on y répond dans la deuxième thématique, je ne sais pas. On va passer à la deuxième thématique. Très belle anticipation du public. Donc, est-ce que je peux rajouter juste un petit commentaire, parce que je trouve très bien que nos trois interlocuteurs praticiens aient tout de suite mis le haut là sur le fait, attention, on parle beaucoup de métropolisation comme un phénomène d'urbanisation. Effectivement, dans le langage commun, la métropolisation est la forme actuelle de... Bon, alors ça, effectivement, on peut en faire le constat. Il y a quand même un autre phénomène lié à la métropolisation, c'est la transformation radicale des hiérarchies urbaines, à la fois européennes et internationales. Nationales, européennes et internationales. Et monsieur Gauvry l'a bien... l'a bien mis en avant. Je trouve qu'il y a, et ça c'est important, je pense que les étudiants, jeunes professionnels le sachent, parce que aujourd'hui, autour des phénomènes justement politiques de métropolisation, de rassemblement, etc., autour desquels il y a beaucoup de marketing, etc., on a vraiment l'impression effectivement que la prophétie du retour des villes européennes, de la revanche des capitales régionales contre les capitales nationales est en train d'advenir. Et effectivement, vous l'avez bien dit, hein, les villes qui tirent leur épingle du jeu en France, c'est les 8 premières, donc parmi elles les capitales régionales. Et en même temps, on voit bien que Paris
n'a jamais joué dans la même place et est en train d'encore moins jouer dans la même place. Et je pense que donc il faut bien faire attention à ce phénomène de rattrapage par les capitales régionales et en même temps de décrochage sur d'autres aspects. Et aujourd'hui, la métropolisation, c'est en gros la montée en puissance des villes globales, des capitales régionales second cities qui s'en tirent à peu près, et un carnage de villes moyennes. D'ailleurs, Laurent Davies est en train de faire son mea culpa là, en ce moment en disant autour de l'économie résidentielle, on a fait croire à plein de territoires que ça allait être bien pour eux, ça allait pouvoir continuer comme ça, notamment les villes moyennes. En fait, elles vont être les victimes de la crise qui vient, si ce n'est de l'insurrection qui vient. Donc il faut. Et donc derrière, il y a quand même une nouvelle division du travail et de la consommation entre territoires qu'il faut bien comprendre. Et je pense que pour les développeurs, c'est important à comprendre ça, et notamment dans quoi aujourd'hui Lyon ou Lyon-Saint-Étienne sont-ils en train de se positionner, de se spécialiser. Et moi j'ai peur qu'avec tous les discours autour des classes créatives, du design, etc., on soit en train de courir après des chimères. Donc il faut bien être conscient que le tertiaire supérieur et les emplois liés à l'économie de la connaissance ne seront pas également répartis entre les métropoles à l'avenir, quoi. Donc, dans quoi peuvent se spécialiser notamment Lyon et Saint-Étienne? Bien, merci à tous pour ces analyses. Je vous propose de passer à la seconde thématique. Donc on a vu à travers vos propos que les relations entre les territoires sont devenues complexes, se sont intensifiées, à la fois sur le plan urbain et sur le plan fonctionnel. Vous avez mentionné ces risques également, ces risques qui peuvent être induits par ce phénomène de métropolisation. Alors justement, face à ces risques, comment structurer des réponses politiques et techniques? Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent venir organiser cette métropolisation, et essayer d'en tirer profit et d'en réduire quelque part les effets externes négatifs? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole en premier sur ce point-là. Peut-être sur les différents dispositifs qui sont en place aujourd'hui sur notre territoire et qui gouvernent finalement les différentes instances. Pôle métropolitain, je pense à la rue également. Un petit éclairage sur ces points-là. Je vais commencer, puis Philippe. C'est le plus vieux dispositif qui parle, en fait. C'est ça. Voilà, c'est un vieux dispositif. D'abord, vous avez cité les années d'arrivée à la rue, je me suis dit là... Pour rassurer Anne, moi, je vais lui dire tout de suite que la région urbaine de Lyon, à mon sens, c'est pas le plus vieux dispositif. Je pense que dès le démarrage, les agents d'urbanisme avaient quelque part une vocation, au travers du travail qu'elles ont mené dans les auréoles, etc., à porter cette réflexion politique sur l'aménagement régional. Non, simplement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la compréhension du phénomène métropolisation, on a dit qu'il y avait encore beaucoup à faire, il faut bien le comprendre, mais le constat qui est présenté là, on ne vient quand même pas de le découvrir il y a 2 ou 3 ans, et cette question des périmètres administratifs des collectivités existantes, un peu débordées par le fonctionnement du territoire, la réalité fonctionnelle du territoire, c'est déjà des choses qui sont présentes dans les esprits. Alors effectivement, grâce à un travail des outils qui sont là pour aider à la compréhension du territoire. Et les agences sont là pour ça. Et donc, on a cherché des solutions depuis un certain nombre d'années. Alors, l'association RUL, c'est effectivement une association qui a été créée en 1989, elle a plus de 20 ans, mais elle était déjà, quand les collectivités l'ont créée sous cette forme associative, ils reprenaient le relais d'une réflexion qui était conduite, pilotée par les services de l'État. Donc, ce sont finalement des réflexions. Il y a une conférence RUL animée par les services de l'État qui était venue des réflexions sur les métropoles d'équilibre, des schémas de L'Oréal. Donc on est dans une histoire de recherche de réponses qui a plutôt 40 ans que 20 ans. Voilà. Les recherches de réponses, elles ont été plutôt timides au départ, et peut-être créer une association entre les grandes collectivités pour être un lieu de concertation, pour essayer de comprendre ensemble les phénomènes, voir comment
on peut mettre de la cohérence dans les stratégies des unes et des autres. Il y a 20 ans, c'était extrêmement précurseur, mais en même temps, c'est un tout petit outil par rapport au phénomène. Donc depuis, on voit le paysage institutionnel a beaucoup évolué, les intercommunalités se sont développées. Quand on est en 1989 à la rue, les membres fondateurs, c'est le Grand Lyon, puisque le Grand Lyon a été créé en 1966, c'est ça, je ne sais pas de bêtises, 69. Voilà, il y avait le Grand Lyon, il y avait des départements qui étaient les membres de la rue. Hein, voilà. Aujourd'hui, il n'y avait pas la carte intercommunale comme aujourd'hui, donc il y a la montée en puissance des intercommunalités, le paysage a évolué, et puis on a vu une accélération de la recherche de solutions par les collectivités par rapport à ce phénomène, avec la réforme territoriale en 2010. Et on voit dans les débats aujourd'hui, puisqu'on prépare un acte 3 de la décentralisation, on revoit qu'il y a l'accélération aussi de la recherche de solutions. On voit dans cette réforme territoriale, après dans les avis sur tout ce qu'il y avait dedans, c'est pas le débat aujourd'hui, et puis c'est surtout pas à moi de porter, mais on voit des propositions pour tenir compte du fait urbain et du fait métropolitain, et donc on voit la naissance des pôles métropolitains qui sont une réponse politique à ce phénomène et cette prise de conscience des collectivités qu'il faut y travailler ensemble, qu'il faut essayer de peser dans la compétition des villes européennes. Alors après, quand on voit l'état de la compétition et qu'on voit les réponses qui sont données, on peut se dire qu'on n'est pas encore au rendez-vous, quoi. Et qu'il faudra encore certainement, dans les années qui viennent, renforcer considérablement les réponses à cette échelle-là. Mais le pôle métropolitain, on en prend le chemin. Il y a un certain nombre de pôles métropolitains qui se sont constitués un peu partout en France, qui, quand on connaît un peu l'histoire de ce qui se passe dans tous ces territoires, souvent derrière, il y a derrière l'ensemble de ces pôles métropolitains, il y a des réseaux de villes qui existaient. Il y a souvent déjà une histoire de coopération. Bon, vous qui êtes étudiant à Saint-Étienne, pouvez vous dire sur ces sujets-là, vous avez la chance d'être dans un territoire un peu laboratoire sur le sujet, hein, et qui finalement est un bon cas d'école. Hein. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Donc voilà, moi ce que je voulais vraiment, pour résumer, c'est vous dire que la prise de conscience, elle est ancienne, les réponses, on les cherche, on les a cherchées de manière un peu volontariste et très originale dans ce territoire, parce que la rue, c'était à peu près le seul territoire métropolitain en France à avoir imaginé un outil comme celui-là pendant très longtemps, donc il a plutôt été précurseur, le territoire. Maintenant, il y a les pôles métropolitains. Bon, moi j'ai tendance à penser, mais après j'ai fini de dire des acteurs du pôle métropolitain, que c'est vraiment une étape vers quelque chose de plus renforcé, parce que les enjeux que l'on voit, ils sont quand même costauds et c'est un bon pas vers une coopération, mais il faudra certainement aller beaucoup plus loin à l'avenir. Et on verra peut-être après les difficultés pour aller plus loin, hein, mais je pense que voilà, c'est une étape. Philippe Gaury, peut-être sur ce pôle métropolitain, je sais que vous devez justement nous quitter à midi pour vos obligations professionnelles par rapport à ce pôle métropolitain. Ah bah là, en termes d'agenda, oui, c'est très présent dans mon agenda. Au-delà de ça, au-delà de cette considération pratico-pratique, pour poursuivre ce que disait Anne, si on a une approche assez pragmatique, et vous devrez l'avoir, vous, futurs développeurs sur le pôle métropolitain, effectivement, le contexte réglementaire a fait l'occasion de... Alors on peut s'arrêter là et puis se dire, voilà, il y a 2 ans, il y a une loi qui est sortie, il a fallu s'organiser, etc. Si on est toujours pragmatique et qu'on interroge effectivement les citoyens et les acteurs économiques, ils nous disent effectivement, bon, le périmètre actuel peut s'arranger, il faudra le redéfinir, etc. Il faudra travailler sur les espaces interstitiels, mais c'est des longs débats, ou sur l'interface.
Mais globalement, on s'y retrouve. Et puis, ça, c'est si on interroge le local, et puis si on interroge au national, vu de Paris, et hier, un intervenant disait vu de la Lune, on peut se poser la question pourquoi Grenoble n'est pas dans le pôle métropolitain. Et là, tout de suite, on commence à se reposer des questions, de dire d'où vient l'affaire, c'est l'histoire, c'est les mouvements, c'est le politique. Ah oui, c'est le politique. On avait un peu oublié, il y a le politique forcément, donc comment ça se calibre tout ça. Oui, il y a une volonté politique, moi je peux vous en témoigner. Il y a forcément une question d'opportunité, une question de vécu, les transports, mais en même temps, on ne crée pas un pôle métropolitain juste pour dire on va prendre la main sur des transports qui existent déjà. Et puis on a une légitimité qui peut être limitée aussi. Enfin, le citoyen, quelque part, il s'en fiche un peu de savoir si c'est un syndicat mixte des transports, si c'est la région ou quiconque qui l'emmène, du moment qui va du point A au point B, après tout, ça peut être aussi très pragmatique comme point de vue. Du coup, oui, il y a une volonté politique, évidemment. C'est-à-dire qu'on a un champ réglementaire qui s'ouvre, et après, on y va, on n'y va pas. Donc, il y a une volonté politique. La volonté, elle était animée par une vision, effectivement, sur la compétition, une vision sur la stratification, quelle division on joue et comment on s'en sort. Il y avait aussi la vision, je crois, politique de dire le pouvoir est aussi en partie dans les territoires. Donc les territoires ont du pouvoir, les villes. Alors on peut se référer à l'histoire. Hein. Vous avez tous fait, je pense, un peu d'histoire. Au XVIIe, effectivement, l'Europe, c'était l'Europe des villes et des grandes villes. Hein. Les comptoirs commerciaux en Inde étaient rattachés à des grandes villes et pas forcément à des pays. Donc c'est pas non plus quelque chose de nouveau que de dire on peut reprendre aussi du pouvoir à l'échelle des villes. Et je crois que c'était aussi ça la volonté politique. Ensuite, c'était une volonté politique qui se dégageait par rapport à ses propres limites. C'est-à-dire, le Grand Lyon, tout grand qu'il est, il a aussi ses limites aujourd'hui. Alors il est très fort sur les biotechnologies, la pharmacie, etc. Mais voilà, il ne pèse pas grand-chose par rapport à Barcelone quand il est en concurrence par rapport à Barcelone. Donc il a ses limites démographiques, puis il a aussi ses limites de moyens. Donc je pense que la volonté politique, elle était aussi de dire comment à quatre on fait ce qu'on n'arrive pas à faire seul. En revanche, on ne refait pas ce qu'on sait très bien faire seul. Et c'est ce qui fait plutôt une différence aussi, et ce qui est important pour expliquer qu'on crée un pôle métropolitain, pas parce que la région n'a pas su le faire. Ce qui est, par exemple, la lecture de pas mal de chefs d'entreprise. Hier, on avait une première conférence économique métropolitaine où on expliquait le fait métropolitain et nos ambitions métropolitaines à un parterre d'entreprises qu'on avait un peu trié sur le volet. Et effectivement, beaucoup d'entreprises, vu d'un chef d'entreprise de son bureau, il dit « mais vous faites ça parce que la région ne sait pas le faire et vous rajoutez un millefeuille ». Non, on n'est pas... c'est pas ce champ-là. Donc là, il y a des problèmes de compréhension, de pédagogie qu'on doit faire. Mais vraiment, c'est important de se dire, voilà, on est là pour faire ce qu'on n'arrivait pas à faire seul, on peut le faire à quatre. Autrement dit, on peut avoir des nouvelles ambitions à quatre qu'on ne pouvait pas avoir seul. Donc, on s'équipe, on crée un espace de coopération parce que le défi, il est là, et on est tous conscients que le défi, il est de se positionner sur l'après-chimie, l'après-cleantech, c'est quoi? Donc demain, est-ce qu'on doit avoir un peu, si on essaie d'être visionnaire, de travailler sur une filière comme la robotique? Est-ce qu'une ville comme Lyon peut peser mondialement sur un nouveau secteur, et lequel? Est-ce que ce sera la robotique? Est-ce que ce sera la logistique de demain, l'environnement? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, si on veut relever si on veut aller dans ce type de réflexion et relever ce type de défi, on sait que chacune, on ne peut pas y aller de notre côté, qu'il faut y aller à quatre. En revanche, la biotechnologie, la biopharmacie, Lyon sera toujours le leader, et aujourd'hui, la volonté politique, c'est pas de confier, on va dire, ses meilleurs soldats ou confier son trésor au pôle métropolitain. Il ne faut pas le voir dans ce champ-là de construction. Ce qui, du coup, crée une certaine complexité de compréhension. Et sans aller trop loin dans la troisième partie, c'est votre métier. Votre métier de demain, c'est de gérer ce genre de complexité. Enfin, c'est une réalité aujourd'hui, et demain, ce sera pire. Alors fuyez pas, restez, sinon la radelle va faire la tronche, mais c'est clairement de ça dont il s'agit. Vous n'êtes pas dans un schéma de je répartis les compétences, vous parlez à des vieilles institutions. Alors, on parlait de la rue qui n'est pas du tout une vieille institution, mais on parle face à des départements qui ont 200 ans, on a des partenaires qui sont des CCI, on a dans la salle. Genre, moi, quand je travaillais à Lyon, la CCI Lyon, c'est une vieille dame, elle a 500 ans, donc on lui parle doucement, on ne fait pas n'importe quoi. Là, tout va très vite. Le pôle métropolitain, il y a 3 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, c'est créé, c'est une petite structure légère.
Mais finalement, quand vous faites les comptes, ça pèse plus de 2 milliards 200 millions d'euros de budget sur 6 ans. C'est aujourd'hui, en termes de marge de manœuvre, ça a la marge de manœuvre d'un gros département, ça a la marge de manœuvre de la région Rhône-Alpes. Donc on peut faire des choses, beaucoup de choses. Après, il faut choisir le bon vent, et Gérard Collomb, sans le paraphraser, hier citait Sénèque, je crois. Il disait il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où il va. Et c'est bien la question qui est posée au pôle métropolitain, c'est de dire où est-ce que vous voulez aller. Et c'est une question légitime. Et là encore, c'est une volonté politique pour moi de définir vers quoi on veut aller. Donc au-delà de tout ce qu'on a dit avant, la circulation des individus, des biens et le fait urbain, il y a une vraie volonté politique de vouloir de se donner de la vision, de vouloir aller plus loin, de jouer dans une compétition où on attend nous justement dans cette compétition qu'on aille plus loin, qu'on propose des nouveaux projets, qu'on définisse des domaines d'excellence, et c'est bien de ça dont il s'agit pour moi sur les quelques années qui sont devant nous sur le plan métropolitain. Est-ce que vous souhaitez réagir? Peut-être Gilles Pinson, il semble avoir lu dans vos recherches, vous parlez de métropole ingouvernable. Qu'est-ce que vous inspire finalement ces structures Oui, mais j'ai écrit ça pour dire que justement ça n'était pas le problème. Je vous laisse développer votre analyse. Bon, alors si vous me lancez là-dessus... je crois que justement, on a tendance beaucoup en France à se battre la coupe sur le fait que voilà, fragmentation territoriale, émiettement communal, etc. Bon, quand on fait un peu de comparaison internationale, on est quand même des très bons élèves de la coopération métropolitaine. Le monde entier ne nous envie pas, c'est pas tellement ça, parce qu'on part de très loin en même temps. Mais voilà, avoir réussi à faire ce qu'on a fait autour des intercommunalités, avec tous les problèmes qui vont avec, opacité démocratique, etc., c'est quand même pas rien. Moi, j'aurais tendance à penser que finalement, nos métropoles sont gouvernées. Et j'aurais même tendance à penser qu'elles sont, au contraire, aujourd'hui trop gouvernées, et peut-être, on est piégé aujourd'hui par le trop-plein de volonté politique et le trop-plein de pulsions institutionnelles. C'est-à-dire qu'en France, on sait bien qu'on crée des institutions, on crée des millefeuilles, on n'en retire jamais. Bon, ça, c'est une question. Donc aujourd'hui, je pense que ça va nous péter à la gueule rapidement. Rapport d'Osière, ce que raconte Davy sur le fait qu'aujourd'hui, c'est les collectivités qui ont créé des emplois, et aujourd'hui, on a sans doute un trop-plein de structures. Bon. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète parfois, c'est quand je regarde d'autres villes. Regardez le cas de Milan. Milan est une ville qui n'est pas gouvernée. Gouvernement municipal absolument inexistant. La seule structure qui gouverne à peu près Milan, on pourrait dire que c'est la région Lombardie. Bon. Mais à part ça, Milan est une ville qui va très bien. Milan est une ville qui va très bien parce que sa gouvernance est prise en charge par des associations professionnelles, par une alliance entre des industriels, parfois des syndicats, par la chambre de commerce, par une nébuleuse de gouvernements privés qui prennent en charge l'avenir de Milan. Or, parce que c'est très lié à une histoire italienne de centralisation inachevée qui fait qu'aujourd'hui on a des structures de représentation des intérêts qui sont très territorialisées. Et aujourd'hui, je pense que le problème en France, c'est pas tellement les structures institutionnelles, on les a, on a une expertise, on a une compétence, on a des très bons techniciens, donc on a fortement évolué là-dessus. Ce qu'on n'a pas par contre, c'est des acteurs privés, syndicats, ce qu'on appelle en France les partenaires sociaux, suffisamment intéressés aux questions territoriales et suffisamment organisés au niveau territorial. Bon, la CCI, c'est très bien, effectivement, c'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame qui fait plus rien parce que le Grand Lyon fait tout à sa place. Ouais, alors peut-être qu'il y a des représentants ici, mais voilà, le système consulaire aujourd'hui en France est mort. Enfin, bon. Et les chambres de commerce se sont fait bouffer la laine sur le dos par les intercos. Hein. Regardez la chambre de commerce de Marseille. C'est mieux. Voilà, regardez, voilà. On a regardé Nantes, hein. On s'est trouvé des accointances nantaises, c'est très bien. La grande figure dans les dernières années comme président de la chambre de commerce, c'était un concessionnaire Ford. Wow, c'est très bien, Ford. Ouais, non, mais c'est très bien. Mais voilà, on voit bien que voilà, les élites économiques jouent à d'autres échelles et n'ont pas encore pris le pli de s'organiser et d'interpeller les collectivités locales. Donc je pense que le problème, il est là, en fait, aujourd'hui.
Il n'est pas tellement du côté des structures publiques qui elles l'ont pris en charge. Le problème, c'est qu'elles agissent aujourd'hui dans un désert d'action collective du côté des partenaires sociaux. Je peux réagir. Je suis globalement d'accord pour Nantes et Marseille. Un petit peu moins pour Lyon. Alors, c'est ce qu'on expliquait, je crois. Si vous pouvez revenir sur la carte des différents... Bah non, laissez-y. Bougez pas, parce qu'on n'a pas retourné. On voit qu'il y a une grande diversité, en fait, ça se voit à l'œil, de modèles pour le métropolitain. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas deux pôles métropolitains qui se ressemblent. À la fois dans leur histoire, leur construction, leurs antagonismes aussi, hein, puisque les frères ennemis qui se sont mariés, on en sait quelque chose ici. Et aussi les modèles de gouvernance auxquels ils pourraient prétendre. Et je dis bien prétendre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de réalité de gouvernance, on est d'accord. C'est-à-dire qu'un président qui se mette d'accord, ça fait pas une gouvernance de territoire. Lyon a une plutôt vieille tradition maintenant, ou on va dire une tradition maintenant ancrée de gouvernance. Alors, je vois dans la salle aussi des anciens collègues qu'on sévit sur le territoire lyonnais. On va dire qu'il y a quand même aujourd'hui, alors pas un modèle, il y a une spécificité lyonnaise, alors il y a beaucoup de sociologie, d'histoire derrière tout ça, mais aujourd'hui, alors la CCI, je ferai aucun commentaire, on ne sait jamais, les carrières sont longues, on ne sait pas où on se retrouve demain. La CCI de Lyon, son président, effectivement, aujourd'hui, est un proche du président de l'agglomération, son proche du président du Presse, et au même discute très souvent de ambition, objectif, convergence avec les représentants des grands syndicats patronaux et puis leurs collègues consulaires, chambre des métiers. Ça, c'est le modèle de gouvernance. Il est connu, ça s'appelle GLE, un acronyme atroce, mais il s'appelle Grand Lyon, Esprit d'entreprise ou d'entreprendre. Et aujourd'hui, c'est un mode de gouvernance qui fonctionne, qui permet quand même de créer un espace d'échange, d'idées, d'objectifs. Et une des manifestations, je trouvais intéressante, c'est hier, quand on a fait cette conférence économique métropolitaine, les 20 chefs d'entreprise lyonnais présents avaient une grande proximité avec le patron de la CCI, avec Gérard Collomb qui était présent. Et voilà, ils avaient une forme d'échange dont on sentait qu'il y avait de la pratique, de la compréhension, l'expression aussi de divergence à certains moments. C'est-à-dire dans alors pour le coup, ce modèle de gouvernance qui dit on conserve la multiplicité des avis et à un moment on arrive quand même à sortir quelques décisions communes, sans nier ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester que dans la diversité, parce qu'à un moment il faut prendre des décisions un peu communes, et en même temps ne pas nier la multiplicité en ne voyant que la décision finale. Et du coup, c'est vrai à Lyon, comment ce sera demain vrai à Saint-Étienne, où on est balbutiant sur la gouvernance, on a créé une gouvernance économique sur Loire-Sud. Après, est-ce qu'elle peut se coordonner, se mailler et s'articuler avec le reste, ça je ne peux pas le dire. Mais du coup, je serais un peu moins pessimiste quand même que vous, et je serais un peu moins sévère sur le modèle de gouvernance, ou en tout cas la gouvernance lyonnaise. Je ne pense pas que ce soit un modèle, c'est lié vraiment à son histoire. La gouvernance lyonnaise qui quand même fonctionne et qui fait quand même que la collectivité n'est pas seule à prendre des décisions, elle a quand même quelques interlocuteurs qui lui renvoient, et de temps en temps, avec beaucoup de liberté, un livre blanc sur les grandes infrastructures, qui n'est pas du tout en ligne avec ce que pense l'agence d'Urba ou le Grand Lyon. Donc j'ai un peu plus foi quand même en la capacité d'émergence de gouvernance sur cette métropole. Mais je ne parlerai pas des autres, parce qu'encore une fois, je pense qu'elles sont vraiment toutes différentes. Emmanuel Sellier, pour réagir peut-être à ces analyses. Moi je voudrais revenir effectivement peut-être un peu à l'histoire, mais rapidement. Moi je suis assez d'accord avec Gilles sur le constat effectivement du trop-plein. Assez à ça, et le trop-plein pose la question directement derrière de qui fait, qui pilote, qui oriente, qui donne le sens, ce que tu disais tout à l'heure Philippe, qui donne le sens vers lequel on va. C'est une question importante parce que quand effectivement cette réflexion métropolitaine a démarré, ce qu'a rappelé Anne dans les années 60-70, il y avait un chef de file, c'était l'État. Et c'était clair, même s'il y avait la volonté de l'État de travailler avec les collectivités naissantes, il y avait quand même ce chef de file. Aujourd'hui, on a
plus de difficultés à identifier ce chef de file. Et ça pose des difficultés. Alors moi je voudrais illustrer mon propos avec la carte, enfin c'est pas une carte, c'est l'association des 3 instances qui aujourd'hui, voilà, c'est une image que j'ai voulu mettre en avant, cette alliance entre guillemets entre la région urbaine de Lyon, l'Interscope, puisqu'il y a une réflexion aussi politique sur le projet métropolitain autour de la planification et de l'aménagement du territoire qui existe, avec un chapitre commun métropolitain qui porte une vision de ce territoire, aussi bien du point de vue de l'architecture urbaine que du développement économique, l'organisation des transports, etc. Et puis le pôle métropolitain qui, lui, est aujourd'hui dans une phase d'action, de mise en place de projets très concrets au service effectivement des habitants. Donc autour de ces instances, autour de ces scènes, eh bien, effectivement se construit le devenir et l'avenir de l'ère métropolitaine. Ne sont pas représentés dans ces instances forcément les mêmes personnes, certains y participent à toutes, mais d'autres non. Il y a donc des élus, des référents techniques qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a quelques personnes, quelques élus qui font effectivement le lien, la jonction entre ces différentes instances, mais ça reste encore très ténu, ce lien politique et cette relation entre cette capacité de gouverner de tous. On aurait pu rajouter à ce schéma la région, Rhône-Alpes, peut-être l'État, évidemment les politiques départementales. Donc on voit bien là que se pose la question, à mon sens, de qui pilote, qui donne le projet et qui arbitre pour les choix qui sont à faire. Parce que les choix qui sont aujourd'hui inscrits dans les politiques peuvent être discutés, peuvent être débattus, mais dans quelle instance? Auprès de quel conseil? Comment cela se passe? Voilà. Donc, moi je pose cette question parce qu'elle me semble assez capitale. Est-ce que certains intervenants souhaitent réagir? Ou alors on va donner la parole à la salle. Il est où le pilote? Alors le premier s'est lancé, normalement le deuxième c'est plus facile. Une question ici, juste au premier rang. Merci. Pour une raison parallèle, j'avais en fait une question ou deux. Philippe parlait tout à l'heure du budget du pôle métropolitain qui s'est créé. Je voulais peut-être qu'il dise 2 mots sur la manière dont c'est structuré le pôle métropolitain, le nombre de personnes qu'il y a, et peut-être dire que le budget, c'est pas un budget en plus, que c'est en fait des moyens affectés différemment, mutualisés, parce qu'effectivement, il ne faudra pas qu'on croie qu'on a retrouvé, qu'on sort du chapeau des millions d'euros. En fait, c'est des budgets qui étaient déjà affectés à des actions et qui à un moment donné sont mutualisés. Et aussi, on parle de structuration de millefeuille. Je crois que le choix du statut pôle métropolitain a été fait dans 95% des cas. Il y a juste une ou deux métropoles, je ne sais pas exactement. Nice. Il n'y en a qu'une, c'est Nice, voilà. Donc ça, c'était la première chose, c'est qu'on nous éclaire un peu là-dessus en nous disant on nous en remet pas une couche, et voilà. Et l'autre question, mais je connais un peu la réponse, mais peut-être que Philippe va pouvoir éclairer un peu la chose. On parle du rôle de développeur dans tout ça, on parlait de la gouvernance, du fait que les élus, à un moment donné, arrivent à se mettre d'accord, il y a des convergences politiques et autres. Il y a un vrai rôle des développeurs dans ce pôle métropolitain lyonnais. Il y a des gens qui se connaissent bien depuis pas mal de temps aussi. Je sais pas, tu peux peut-être... Le pôle métropolitain lyonnais Pas lyonnais... C'est bête, on est en train de traiter ton adhésion. On ne sait pas comment l'appeler ce pôle métropolitain. C'est toujours, alors faut dire, voilà, Lyon, Vienne, Macapie. Pôle métropolitain. Ouais. Pôle métropolitain. Ouais. Quand on est ici, ça va bien, mais quand on est à l'extérieur, c'est compliqué. Alors, C'est un bon coup marketing de l'appeler pôle métropolitain. Vous allez sur internet, vous tapez le pôle métropolitain, vous tombez sur nous, donc c'est pas mal. Ok, deux questions rapidement, alors deux réponses. Je vais essayer rapide, effectivement. On verra la vidéo si vraiment je me suis mal exprimé, mais qu'on ne trahisse pas mes propos. Le pôle métropolitain a un budget de plus de 2 milliards d'euros, effectivement. C'est pas, surtout, là, allez pas raconter ça. Le pôle métropolitain, je dirais, c'est quand on regarde effectivement les budgets cumulés des 4 agglomérations. Budget cumulé des 4 agglomérations,
Si vous regardez sur l'ensemble de leurs activités, l'ensemble de leurs compétences, et en parlant de pôle métropolitain, je préfère qu'on ne parle pas trop de compétences, que ça pourrait induire pas mal de choses en erreur, mais effectivement, ça représente, si vous cumulez simplement les PPI et les budgets fonctionnement et investissement, voilà, vous allez tomber sur des sommes qui sont très importantes. Le budget en soi du pôle, non. Aujourd'hui, le pôle métropolitain, il a été surtout créé dans l'idée de pouvoir faire du millefeuille. Alors, qu'on le dit et qu'on le pense, c'est une chose. Dans les faits, c'est pris comme du millefeuille, évidemment. Il y a une création de structure, mais il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes sur le pôle métropolitain. Il y a un directeur, une chef de projet éco, une chef de projet aménagement, une assistante. Ensuite, le reste, ce sont des ressources que les collectivités mettent à disposition. Vous allez me dire, encore un truchement administratif, c'est une embrouille. Si on compte le vrai nombre de TP, non. C'est parce que ce sont des personnes dont on a besoin qu'ils travaillent, on a besoin de leur expertise, et leur expertise, c'est sur le terrain, dans leurs agglomérations, à travailler sur un certain nombre de sujets. Si vous voulez un expert sur la logistique, vous n'allez pas créer ex nihilo et le sortir du chapeau. C'est forcément quelqu'un qui travaille sur les grandes questions de logistique à la CAPI, évidemment. Donc du coup, effectivement, il donne de son temps, donc il a du temps mis à disposition pour le pôle métropolitain. Donc là, il faut démystifier. Désolé pour les étudiants qui se diraient, tiens, il y a un nouvel employeur, hein, un petit peu restreint. Donc voilà, donc c'est le choix qui a été fait. Après, les choses vont très vite. Encore une fois, il y a 3 ans, le pôle métropolitain, il n'existait pas. Il y a 1 an et demi, et j'ai suivi pour plein de sujets de près depuis tout le temps, parce que je travaillais à Lyon avant et maintenant à Saint-Étienne, on ne connaissait pas encore le format qu'il allait prendre. C'est des choses qui sont vraiment, on est dans le vif du sujet. Vous dire dans 3 ans, est-ce que le pôle métropolitain va changer de format, est-ce qu'on va passer en métropole, auquel cas les choses sont complètement différentes, parce que là effectivement on parle de remontée de compétences, de mutualisation de compétences, etc. Je ne peux pas vous le dire. Ça me semble pas être dans l'air du temps, et dans le discours des politiques avec qui je travaille, je ne l'entends pas, mais je peux rien affirmer. Simplement vous dire qu'aujourd'hui effectivement c'est une structure légère, dont le budget est uniquement un budget de fonctionnement matériel, hein, on paye un loyer, des ordinateurs, et voilà, et on a 4 personnes recrutées par le pôle. Le reste, ce sont des collaborations avec des chefs de projet dans les agglos, ce qui me semble être une bonne chose pour avoir le meilleur des praticiens disponibles sur le territoire. Voilà, les meilleurs praticiens sont forcément ceux qui pratiquent sur leurs agglomérations et qui mettent à disposition leur temps et leur savoir pour le pôle. Ensuite, le rôle des développeurs économiques. Alors, le rôle des développeurs économiques. C'est peut-être une question qu'on abordera dans la 3e thématique, qui part sur les professions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique numéro 2, en haut dans la salle? Ça s'allume en dessous, normalement. Oui, vous parlez surtout de développement économique à l'intérieur de ce pôle métropolitain. Et sauf que, moi je sais qu'actuellement je travaille surtout sur des problématiques de mobilité. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions en cours sur toutes les infrastructures qu'on peut mettre en place pour les réseaux? J'imagine que oui, mais comme c'est surtout la question économique qui est abordée, je voulais m'en assurer. Et enfin, une deuxième question, d'un point de vue de communication ou d'information auprès des citoyens, comment, en tant que citoyen de ce pôle métropolitain, on peut se reconnaître dans ce qui va être décidé, dans les orientations stratégiques qui vont être décidées à ce niveau-là? Et à quel niveau, en tant que citoyen, on peut comprendre qu'il y a à la fois des communes, des intercommunalités, on crée encore un pôle métropolitain. Comment se placer là-dedans? Voilà, à peu près. Merci pour votre question. Je vous propose de répondre à la première partie, et comme ça on va se partager. On répondra à la deuxième dans la dernière thématique. Sur la partie des déplacements, on va encore ajouter un petit peu une touche à la complexité. Voilà. Parce qu'effectivement, les déplacements ne sont pas absents des préoccupations des collectivités qui ont mis en œuvre le pôle métropolitain, mais pour pouvoir l'outil qui peut articuler les réseaux de transport et donc coordonner, assurer cette multimodalité, ça n'est pas le pôle métropolitain, parce que tout est bien. Alors, un pôle métropolitain, c'est un syndicat mixte fermé, donc il peut être composé que de PCI. Et pour pouvoir faire cette coordination des transports collectifs, il y a un acteur qui est essentiel, c'est notamment la région Rhône-Alpes, qui est, quand on est à l'échelle
du territoire qu'on vous a projeté, le réseau ferroviaire, il est un peu l'armature, c'est le RER à la lyonnaise, c'est le TER. Donc c'est quand même autour de cette armature ferrée que se structure ce grand réseau que l'on voudrait organiser à cette échelle-là. Sauf que, voilà, donc cette préoccupation est bien dans les têtes avec des projets qui sont étudiés depuis un certain nombre d'années et qui vont voir le jour, comme le projet de carte orange. Je mets des guillemets parce que c'est pas tout à fait. Alors ça s'appelle déjà plus une carte orange, mais elle sera peut-être verte. Elle sera peut-être verte en plus. Elle sera de la couleur de la carte Oura qui existe déjà. Donc, de toute façon, voilà, c'est la carte Oura, vous connaissez peut-être. Donc, et pour arriver à coordonner ces réseaux, il faut créer une structure spécifique qui est un syndicat mixte, fédération d'autorités organisatrices de transport, prévues déjà, c'est des possibilités qui sont prévues depuis la loi SRU. Et donc il faut passer par cette constitution d'entités supplémentaires. Alors, il y avait la région Rhône-Alpes, bien entendu. En matière de déplacement, enfin, le Grand Lyon a délégué sa compétence d'organisation du réseau à un syndicat mixte qui est le CITRAL. Donc le CITRAL ne pouvait pas faire partie d'un pôle métropolitain, et les départements sont aussi organisateurs de transport puisqu'ils sont organisateurs des transports interurbains, et qu'à cette échelle-là, les réseaux interurbains sont aussi extrêmement importants pour organiser, irriguer tout ce territoire. Donc voilà, ça en ajoute un peu dans la complexité, mais on est obligé d'en passer plus. Poser une question, effectivement, on est en plein dans le millefeuille, hein, là, c'est l'organisation des transports et de la mobilité, c'est quelque chose aussi d'un peu compliqué, je dirais. C'est même pas complexe, c'est un peu compliqué. Et effectivement, il faut en passer par un syndicat mixte des transports. On parle d'économie, effectivement, parce que c'était le premier objet de réflexion. Quand on a posé la question, déjà le fait métropolitain, tout ça, aujourd'hui, on a plein de discours, vous avez senti qu'on est rodé, etc. C'est tout frais, hein. Il y a 3 ans, je peux vous dire, les discussions, elles n'étaient pas là. On n'en était pas là. On est parti quand même sur le socle de l'économie. C'est-à-dire, en gros, nos entreprises, ça fait bien longtemps qu'elles vivent un territoire économique qui est Lyon, Saint-Étienne, la Capille, et puis à l'époque il n'y avait pas encore Vienne. Donc du coup, voilà, on a accroché par là. On a quand même rajouté 3 thèmes importants. La mobilité, on vient d'en parler, et du coup, voilà, il y aura un artifice qui s'appelle un syndicat mixte, etc. Je ne suis pas sûr que le président de l'artifice, qui va être le président de la région Rhône-Alpes, il soit content. Je crois qu'il n'est pas content tout court. Il n'est pas content tout court. C'est pas moi qui en voudrais le plus. C'est un outil. C'est un outil, mais il a fallu passer, je veux dire, dans l'appréhension qu'on peut avoir du millefeuille, oui, il a fallu créer cette feuille supplémentaire. On a rajouté l'aménagement du territoire, les voies vertes, les confluences, ce genre de choses, etc. Et la culture. Et la culture n'était pas une caution, hein, pour dire on fait un truc techno et puis d'un seul coup on se donne une bouffée d'oxygène. Il y avait vraiment là du sens pour qu'il y a 4 biennales, il y a des grands festivals jazz, etc. Il y a une biennale du design ici à Saint-Étienne qui peut avoir de la résonance et qui du coup, eux, gagnent beaucoup parce qu'on sait que les grands événements sont très liés à la notoriété des villes qui les portent. Et voilà, c'est avoir un très très grand festival très connu. Alors, vous allez tous retrouver quelques exceptions, mais quand on regarde quand même sur le quanti, c'est en général porté par des villes qui ont un fort retentissement. Du coup, on a bien 4 thématiques dans le pôle métropolitain qui sont assez intimement liées, puisque la partie aménagement concerne notamment tout ce qui est l'aménagement autour des gares, donc autour de la question de la mobilité, donc c'est Urbagare, etc. La question économique est aussi beaucoup basée sur qu'est-ce qu'on fait des territoires interstitiels entre les grands pôles urbains, qu'est-ce qu'on fait des territoires à enjeu, des sites à enjeu métropolitains, on définit tout derrière ce vocable, ce qu'on entend, la liste des priorités, on travaille sur une offre d'accueil économique qui du coup se répercute forcément sur des problématiques d'aménagement, des problématiques de déplacement. Et puis la culture, c'est aussi un petit peu travailler à quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est un peu autour de questions d'identité, alors qui sont des débats, vous imaginez bien, extrêmement compliqués, sur lesquels je ne dirais pas un mot de plus,
Mais en tout cas, ça fait une ouverture aussi sur dire qu'est-ce qui nous rassemble aussi sur l'approche de la culture et de la vision qu'on a de nos compétences en culture. Donc voilà, sur l'aspect, sur votre question, votre autre question était sur le rôle des citoyens. Mais je propose qu'on passe tout de suite à la thématique 3 qui va nous permettre de répondre à ces questions en sens sensible dans la salle. Donc voilà, on a vu tous ces dispositifs, c'est revenu à 2 reprises. Quelle place finalement pour le citoyen dans ces dispositifs? Où est-ce qu'il s'y retrouve? Est-ce qu'il a un rôle à jouer? Est-ce qu'il a une parole à donner? Donc pour le citoyen dans un premier temps, et également le développeur territorial, on en parlait. Finalement, quelle transformation de son métier et comment il doit s'adapter à cette nouvelle donne, entre guillemets. Voilà, on a parlé d'ingénierie mutualisée qui viennent de structures déjà existantes et qui se mettent au service, entre guillemets, de ces superstructures qui viennent au-dessus. Quel changement de culture est-ce que ça peut impliquer? Emmanuel Sellier. Oui, je veux bien essayer de répondre en partie, vu de mon métier, donc le conseil aux élus, aux techniciens, des différentes collectivités partenaires, des agences d'urbanisme. Juste une anecdote, au moment de la création de l'agence d'urbanisme, l'agence travaillait à l'échelle de la ville de Lyon, sur les projets urbains de la ville de Lyon. Et puis à la création de la communauté urbaine, l'agence s'est vue dire il faudrait travailler à la réflexion sur comment on aménage, comment on réfléchit à la structuration logique de ce territoire du Grand Lyon. 55 communes en 1970. Et puis progressivement, on a élargi le champ à l'aire urbaine. L'aire urbaine, 300 communes autour du Grand Lyon, pour traiter du développement économique notamment. C'était la période des années 90 où le Grand Lyon commençait à réfléchir effectivement à son projet économique et comment effectivement il allait permettre à l'innovation, au secteur d'entreprise qui était présent sur son territoire de se renouveler et d'entrer dans la compétition mondiale. Et puis donc les années 2000, 2010, ce phénomène de métropolisation qu'on est obligé d'appréhender. Et aujourd'hui, les agences, voilà, je vous ai montré le territoire sur lequel on est amené à travailler, à produire de l'information, à connaître effectivement. Alors je pense qu'une des premières évolutions du métier, c'est d'arriver à s'adapter à cette évolution du territoire, du périmètre sur lequel on est. Et vous comprenez que c'est de plus en plus difficile quand on travaille sur une échelle de territoire d'1 kilomètre sur 1 kilomètre ou de 3 kilomètres sur 3, c'est facile, on peut travailler assez facilement, on connaît bien le territoire. À une échelle de 80 sur 80 kilomètres, on a besoin de toutes les ressources, non seulement les nôtres, mais aussi celles des partenaires avec qui nous sommes, les collectivités, les sources d'information, l'INSEE, les chambres de commerce, etc. On a besoin de toutes les ressources pour pouvoir avoir une lecture compréhensible du phénomène et du développement territorial en jeu. Donc ça, c'est une première évolution très forte sur effectivement l'extension du système d'observation et qui en entraîne une autre. C'est comment on fait pour mieux expliquer aussi, non seulement aux élus, aux techniciens, mais vous avez raison de poser la question, aux habitants, ce territoire. Quels sont les outils pédagogiques qu'il faut mettre en place pour y arriver? Donc on a commencé à y réfléchir. On a récemment, avec la région urbaine de Lyon, le CAUE du Rhône, monté une exposition sur les habitants métropolitains. Je vous invite à aller sur Internet, vous avez habitants métropolitains, vous trouverez une exposition sur l'ensemble des phénomènes dont on parle aujourd'hui. Donc on commence à réfléchir à la manière dont on peut porter un message et donner à lire ce territoire. Le phénomène de métropolisation, je l'ai dit en ouverture, c'est un phénomène effectivement de Michel Dussault dit illimitation, c'est-à-dire qu'en fait les systèmes urbains ne sont plus limités, il n'y a plus de frontières, on est connecté en permanence avec d'autres entités dans le monde. Donc ce phénomène d'illimitation, il a des répercussions aussi sur notre métier, c'est-à-dire notre capacité à effectivement aller à la rencontre d'autres acteurs pour porter des projets collectifs. Donc l'émergence du pôle, entre autres, a donné lieu, mais Philippe va en parler mieux que moi, à des réunions
entre collectivités, entre techniciens des collectivités, entre élus et techniciens, pour porter ces nouveaux projets. Donc comment effectivement on arrive à sortir de nos limites, à sortir des frontières et à travailler mieux en relation avec d'autres et donc développer du partenariat et développer du partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression effectivement que dans une relation de coopération on se sente floué ou autre. Et puis il y a, je pense, la nécessité de réinventer nos métiers un petit peu de manière quotidienne, à travailler à des méthodes différentes pour justement rentrer en relation avec les habitants et faire travailler ensemble tous ces collectifs. Voilà, dernier point qui m'est cher, puisque moi-même, après avoir travaillé à l'évolution, au développement économique d'abord, ensuite à l'évolution des coopérations métropolitaines, j'essaye d'inscrire ma trajectoire professionnelle vers la prospective. Je pense qu'il faut aussi se doter de nouveaux moyens d'anticipation, de créer une culture de l'animation prospective, c'est-à-dire la capacité effectivement à faire se réunir des hommes qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, de se retrouver, mais d'arriver à les mettre ensemble pour imaginer ce que sera demain, non pas du point de vue de ce que sera la vision idéale du territoire, ça n'existe pas, on n'arrivera jamais à construire une métropole idéale, mais plutôt à permettre effectivement à développer des projets qui nous conduisent vers l'avenir sereinement. Voilà. Merci pour cette analyse sur les professionnels. Est-ce que certains veulent rajouter des éléments là-dessus ou est-ce qu'on répond à la question des citoyens? Oui, par rapport à la préoccupation de la compréhension, on est un peu dans un paradoxe parce qu'on est parti du phénomène métropolitain en disant qu'il s'imposait, il débordait largement les organisations administratives. On est un peu parti dans le propos comme ça. Puis après, quand on parle de l'organisation, on dit que ce sont des décisions ou des actes politiques et du coup on se dit oulala, mais les citoyens est-ce qu'ils comprennent bien les actes politiques qui sont en train de se faire, alors qu'en fait le politique essaie de répondre à un phénomène qui doit, donc peut-être que la difficulté tient au fait que le citoyen finalement il produit ce territoire métropolitain, mais en fait il ne le conceptualise pas forcément, et puis peut-être que en termes d'identité ou de référence ou de valeur, c'est pas forcément spontanément à cet espace-là qu'il se réfère. Donc en fait, voilà, il y a peut-être une révélation à faire auprès du citoyen, qui finalement c'est lui qui crée tout ça. Il y a peut-être un travail à faire avec lui pour qu'il développe son sentiment d'appartenance à cet espace qu'il crée finalement. Donc plutôt que de parler d'identité, c'est effectivement un peu peut-être difficile, et puis derrière l'identité, il y a des connotations qui sont peut-être un peu un terrain un peu glissant. Parler du sentiment d'appartenance est quelque chose, par contre, extrêmement intéressant et sans doute nécessaire pour qu'il y ait une bonne compréhension entre le citoyen et les réponses, les organisations institutionnelles qui sont faites, et pour qu'on entre en dialogue avec ça. Alors, il y a certainement un travail important à faire là-dessus, rien que sur le vocabulaire, parce qu'on est quand même d'abord très techno dans le vocabulaire quand on est à l'échelle métropolitaine, très ambigu quand on dit métropole, parce que vous avez bien vu, entre un pôle métropolitain qui est en fait une structure multipolaire, on devrait dire un multipôle métropolitain, je ne sais pas comment on peut dire ça, le statut métropole, vous regardez dans les communications, le marketing des différentes agglomérations qui sont dans ce pôle métropolitain, ils utilisent le mot métropole, Saint-Étienne métropole par exemple, mais Lyon, quand on voit des publications du Grand Lyon, on voit aussi des publications qui parlent de la métropole en fait, quand ils parlent du Grand Lyon. Donc bon, voilà, on a quand même des efforts à faire en termes de vocabulaire pour se rapprocher du vocabulaire qui peut être compris par le citoyen et aussi essayer de comprendre son langage. Donc ça, ce sont des préoccupations que l'on a, que l'on partage avec les conseils de développement. Alors les conseils de développement, ils sont adossés, ce sont des instances de démocratie participative qui sont adossées aux agglomérations. Et donc les conseils de développement,
c'est pas la seule réponse qu'il faut donner pour se dire ça y est, on a fait ce qu'il faut, on a parlé aux citoyens, hein, parce que c'est quand même que une partie des citoyens, puis c'est peut-être pas, sont des citoyens déjà fortement impliqués dans la vie publique, donc ils ne sont pas forcément représentatifs complètement de tous les habitants, mais c'est très, très important de travailler avec eux pour essayer justement d'entrer en dialogue avec, et se rapprocher de la préoccupation du citoyen, comprendre ses attentes, et puis comprendre comment lui expliquer les actes politiques qui sont en cours. Donc ça, c'est quelque chose qui est en œuvre. Les conseils de développement travaillent ensemble. Les conseils de développement, au moins des 4 agglomérations qui sont dans le pôle, travaillent ensemble déjà depuis un certain nombre d'années, réfléchissent ensemble, formulent des avis ensemble, poussent un peu les collectivités aussi. C'est une réponse par la démocratie participative. La question de la démocratie représentative, elle reste complètement posée. Alors, c'est pas pour. Moi, je voudrais quand même peut-être faire une petite remarque qui m'a beaucoup frappée. C'est entre le thème 1 et le thème 2, Vincent. Enfin, on a commencé le thème 1 en expliquant la métropole et en tous, hein, on a tout de suite pointé les angles morts, les risques de fracture, ces inquiétudes qu'on avait par rapport à ça. Quand on est passé dans le thème 2 et qu'on est passé aux réponses, on a à nouveau parlé d'excellence, de performance, de compétition, ce qui est à faire, hein, c'est pas le problème. Et nos angles morts, là, qu'on avait vus tout de suite, on les a un peu laissés. Donc, tout ça pour dire que ça n'est pas quelque chose on n'en parle pas pour se rassurer et puis on ne se préoccupe pas. C'est un souci que nous avons et que les scènes qu'a présentées Emmanuel tout à l'heure entre l'Interscope, la rue, le pôle, tout ça, à un moment on a envie de dire mais simplifiez-nous tout ça. Sauf que peut-être que ces questions-là, d'articulation entre des agglomérations qui coopèrent pour aller plus loin, parce qu'il faut qu'elles aillent plus loin, qu'elles gagnent en performance, en excellence, en visibilité, etc. Il faut qu'elles fassent ce travail. Quand on y regarde au niveau européen, on se dit bien sûr. Et en même temps, il faut que ce travail-là ne s'accompagne pas d'un oubli, d'une aggravation des fractures, parce que de toute façon, ça serait contre-performant par rapport aux agglos qui sont en train d'aller vers l'excellence. Donc demain, l'articulation entre ces scènes, à mon avis, la bonne articulation, elle est sur ces questions-là. Comment on arrive à faire en sorte que l'ensemble de ces outils travaillant ensemble sachent aborder l'ensemble des questions et qu'on ne laisse pas de côté un pan entier de la dynamique métropolitaine. Et ce sont des réponses on a les outils, hein, mais il faut qu'on arrive à les faire travailler ensemble dans ce sens-là et les faire peut-être évoluer dans ce sens. Peut-être pour compléter. Oui, je vous demanderai juste en quelques mots, on arrive au terme, donc... On va faire rapide. On va faire rapide, en fait, je donne déjà la réponse à la question. On n'a pas fait rapide sur la question du citoyen. C'est sûr que c'était pas la préoccupation première qui a créé on va dire le pôle métropolitain, ou l'idée de faire un pôle métropolitain. En revanche, on n'a pas oublié le citoyen. On le regarde dans les rétros, en regardant les angles morts, comme le citait Anne, sur effectivement tension, fracture. Le pôle métropolitain, dans sa feuille de route qu'on a fixée, a le souci aussi de ces territoires qui sont les territoires dont on va dire qui souffrent aujourd'hui au sein même du pôle métropolitain. Et vous en avez ici, si vous allez à Lyon, vous traversez une vallée du Gier qui est pas forcément, qui a aussi des difficultés, qui traverse des difficultés. Et le pôle métropolitain a le souci de faire des actions fortes sur ces territoires pour aider ces territoires à se développer. Et voilà, c'est pas un secret, on travaille sur déjà des premières réalisations qu'on va essayer de lancer assez rapidement sur ces territoires. La représentation de la vallée de la Chimie pose des questions, il y a la vallée de la Gère aussi dans le Viviennois. Enfin voilà, il y a un certain nombre de territoires qui ont été identifiés comme étant des territoires aussi qui sont des territoires en difficulté et pour lesquels le pôle, qui effectivement joue dans une compétition sur une carte internationale, etc., mais on peut décemment pas non plus se développer en ayant des poches de pauvreté qui grandissent en notre sein, qui gangréneraient un peu le pôle. Donc on a ce souci-là. Après sur la question du citoyen, donc le citoyen on le voit aussi par rapport finalement à cette question aussi de son bien-être.
C'est de se dire en quoi le pôle métropolitain apporte aussi du bien-être. Alors, ne travestissez pas mes propos, hein, on n'a pas fait une séance de bisounours en se disant super, on essaie de voir tout en rose pour le citoyen et on pense bonheur, simplicité, cocooning, etc. Non, mais quand même, du coup, on a quand même le souci de se dire, et au final, le citoyen dans tout ça, comment il a des bénéfices. Et ça ne répond pas à la question comment il comprend le pôle métropolitain. Et en même temps, comment il pourrait comprendre un pôle métropolitain quand vous regardez la composition syndicale, c'est un syndicat fermé, donc aujourd'hui il y a 64 conseillers métropolitains, il y a 4 vice-présidents, il y a 3 vice-présidents et un président. Regardez le parcours du président du pôle métropolitain et la dernière fois qu'on a été au bureau de vote pour faire le lien entre les deux. Hein, pensez à réfléchir, dites qu'il faut d'abord être maire ou conseiller municipal de sa commune, être délégué, et là du coup on n'est plus dans le suffrage direct, on est délégué à une intercommunalité qui elle-même vous délègue auprès d'un pôle métropolitain. Puis après là-dedans vous restratifiez, vous restructurez en étant soit vous êtes simple conseiller métropolitain, soit vous êtes président de commission, soit vous êtes vice-président, soit vous êtes président. Du coup effectivement le lien aux citoyens là-dedans, je pense que tout le monde connaît Gérard Collomb. Par contre, comment Gérard Collomb est arrivé président du pôle métropolitain, c'est quoi le lien sur l'expression démocratique et le bulletin de vote? Ah, ça devient plus ténu. Donc, on ne fait pas tout non plus pour qu'effectivement ce soit lisible et compréhensible par le citoyen. C'est aussi un malaise qu'ont les élus. Là, il faut être très clair, les élus ne sont pas forcément tous à l'aise avec cette idée-là et ils sentent bien qu'effectivement il y a une limite. Et que l'avenir du pôle métropolitain, ce sera de travailler sur le bien-être de ses citoyens et ce sera aussi de travailler sur effectivement la compréhension, la meilleure compréhension qui fasse partie, on a parlé de gouvernance, il faudra aussi qu'effectivement cette gouvernance ne soit pas trop éloignée du citoyen et là il y a un gros chantier. En dehors des questions qu'on avait posées au départ, de dire attention, il ne faut pas que les métropoles soient aussi des lieux qui concentrent des grosses inégalités, des fractures, qui en feront, on va dire, un géant au pied d'argile. Merci Gilles Pinson. Est-ce que vous souhaitez ajouter 2 mots pour conclure? Bon, ben, je vais essayer. Alors d'abord sur la question des formations, parce que moi je vais intervenir en tant que formateur, c'est vrai que tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la métropolisation traduisent quand même une réalité sur laquelle les développeurs, les urbanistes, les spécialistes de politique urbaine vont avoir à travailler sur une matière qui est de plus en plus complexe à comprendre, de plus en plus changeante. Et je pense que ça implique une transformation des manières de penser la formation, et notamment je pense qu'il faut davantage apprendre à des professionnels à apprendre tout au long de leur vie, notamment par la proximité à la recherche, par la pratique de la prospective, etc., que mentionnait Emmanuel. Donc ça, il y a un vrai enjeu. On est sorti de l'époque où les gens qui travaillent dans les collectivités locales travaillaient toute leur vie dans la même structure et sur la base des mêmes savoirs qu'ils avaient acquis à un moment donné, quoi. Vous qui travaillerez dans les politiques locales serez amenés à être des acteurs de haut niveau, amenés à se nourrir en permanence de nouvelles informations. Bon. Alors je pense que c'est assez gratifiant pour nous universitaires, parce qu'on se rend bien que ça crée des rapprochements très forts actuellement entre les collectivités et les structures de recherche et d'enseignement supérieur. Bon. Après sur la question de la démocratie, bon. C'est sûr que je pense que les pôles métropolitains, comme les intercommunalités, mais j'irais jusqu'à dire comme aujourd'hui la vie politique locale, la vie politique municipale, souffrent de l'absence totale d'espaces publics locaux. En France, on n'a pas d'espaces publics locaux. La presse quotidienne régionale ne donne pas d'écho de la vraie vie politique locale, des vrais enjeux institutionnels. Les télés locales émergent, mais végètent, très clairement, personne ne les regarde, je ne sais même pas à quoi servent d'ailleurs. Enfin, voilà, ça sert sans doute à avoir des subventions et peut-être à faire passer des écrans publics. Enfin, en tout cas, on a un vrai problème d'espace public local. Mais je pense pas, donc on est prisonnier d'une logique très forte de nationalisation des espaces publics, qui est un processus qui date du 19e siècle. Et qui, paradoxalement, malgré le phénomène parallèle de localisation, c'est-à-dire à la fois de globalisation et de localisation des interactions économiques, ne cesse pas. C'est-à-dire que on a de plus en plus des politiques publiques qui sont mises en œuvre, conçues à l'échelle supranationale et infranationale, et un espace national qui est de plus en plus déshabillé de ses compétences, et en même temps des espaces publics nationaux qui restent dominants. Bon. Donc la question c'est comment on règle cette affaire.
je ne pense pas que la question de l'élection soit essentielle. Parce que regardez aujourd'hui, vous allez beau avoir des élections municipales, régionales et départementales, ces élections sont systématiquement nationalisées et ne s'y traitent pas ou que très peu des enjeux strictement locaux. Bon. Ils sont systématiquement réinterprétés comme des scrutins intermédiaires. Donc sans doute que la réponse à ces questions, elle est plutôt du côté de... Je pense qu'il faut arrêter de vouloir calquer les questions d'identité, d'appartenance à ce qui se passe au niveau national. Il faut arrêter de vouloir se caler sur l'image d'espace public unifié dans lequel tous les citoyens se représentent, sur lequel ils sont mobilisés en masse, notamment par des médias. Je pense que si la démocratie locale, métropolitaine, régionale peut être vivifiée, c'est plutôt par d'autres mécanismes beaucoup plus éparses, beaucoup plus ponctuels, une espèce de démocratie locale en tâche de léopard.